euh, sur ma page YouTube, les amis. Je vous jure que je n'ai rien fait. Ce n'est pas le type de contenu que je regarde, je vous le promets. Ok, on est parti du coup. La réalité des actrices X, Céline Tran et Chloé Chevalier témoignent. La réalité des actrices X. Ok, bon. Tous et bienvenue dans Flashback, je m'appelle Canel et je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Concrètement dans Flashback, à chaque fois je vais inviter deux personnes de deux générations et vous verrez qu'elles ont un point commun, elles ont vécu la même expérience mais chacune à leur époque. Aujourd'hui je voulais m'intéresser à l'industrie du porno et donc je vais rencontrer deux femmes. Une était actrice X au début des années 2000, c'était l'une des plus grandes icônes de sa génération. Aujourd'hui elle est coach bien-être et sexualité et autrice. L'une des plus grandes icônes de sa génération. Eh ben dis donc, c'est comme ça qu'on nous vend les actrices X. Eh ben dis donc, c'est comme ça qu'on nous vend les putes. Eh ben alors. L'autre est dans l'industrie du porno depuis un peu plus de 2 ans. Elle est aussi créatrice de contenu. Elles ont 24 ans d'écart, c'est Céline Tran et Chloé Chevalier. Toi, Chloé, ça fait 2 ans Alors, que tu le vas site, faire 2 ans, mais voilà, que tu es dans le porno. le site bug ou c'est ma connexion? Alors, mon site ne bug pas. Ça vient de ta connexion. N'oubliez pas, passage, vous avez le lien en commentaire épinglé en description. T'as pas pour ça, Addict, disponible jusqu'à demain, 23h59. Ok, on est parti. L'icône de sa génération. Eh ben dis donc. Céline, tu as arrêté ta carrière il y a un peu plus de 10 ans. Avant de vous lancer dans le porno, vous faisiez quoi? Je commence. Si tu veux. J'étais en première année de droit, juste la semaine avant les partiels. C'est bien ce que je pensais, c'est tous des branleurs. J'avais pas la force de réviser alors que j'adore les cours, j'adore le droit. Et donc, je suis devenu une pute. Bon, j'arrête les remarques comme ça, sinon je vais encore avoir des problèmes. On est parti du coup, on se concentre. Pas de jugement, s'il vous plaît. Mais j'étais pas heureuse dans ce que je faisais, j'étais pas bien dans mon quotidien. J'avais l'impression que j'étais en avance sur mon temps par rapport à mes camarades, je m'entendais pas trop avec eux. Enfin, il n'y avait pas la même maturité et l'envie d'explorer le monde et pas juste rester devant une feuille de papier et apprendre par cœur du droit. Donc j'ai tout arrêté, j'ai rien dit à mes parents, je me suis lancée sur la plateforme Mime, la plateforme qui est comme OnlyFans mais en France. Au bout d'une semaine, je me suis dit que c'était un peu nul de juste être créatrice de contenu. Je me suis dit, mais si je devenais actrice X, parce que je consomme énormément de porno depuis un petit moment, et j'ai toujours aimé ça et admiré ça, et du coup, je me suis lancée le week-end juste après, enfin, le week-end avant les partiels dans le porno. Et t'es jamais allée au partiel du coup? Non, j'ai jamais vu. Mes camarades. Et à ce moment-là, tes parents, ils ne savent pas? Non. Ok. Non, non. Et tu leur dis au bout de combien de temps? Je leur dis le lendemain de mon premier shoot avec la production Jackie et Michel que je me suis lancée. J'avais un peu peur. Je leur avais écrit quelque chose pour leur annoncer et j'appréhendais leur réaction. Ils ont une très bonne réaction. Mes parents, ils sont très ouverts d'esprit. Je pense qu'ils sont en avance sur leur temps. Et ils m'ont dit, écoute, tant que t'es heureuse, pour nous, c'est le principal. Et comment tu vas faire ton premier shoot? Parce que, à l'inverse de Oui. Céline, donc t'as pu aller sur une plateforme, Ouais. parce que toi, Céline, ça n'existait pas encore. Mais non, Internet Voilà. n'existait pas encore de mon On temps, ma n'était pas petite dame. voilà. Mais Incroyable. donc, toi, tu vas de toi-même. That's cap, man. Et ensuite, comment tu passes côté production? Instagram. Je plaisante. Ok. Instagram, je suis tombée sur un caméraman pour la production Jackie et Michel. J'ai envoyé un message et je lui ai dit ouais, ça m'intéresserait. Le lendemain, on s'est directement vu à Marseille. On a fait un petit pas un date. On a bu un verre ensemble et il m'a dit écoute, tu fais tes tests et demain on shoot. Ok. Et t'avais quel âge à ce moment-là? 18 ans. Et ça se passe comment? C'est quoi les tests du coup Horrible. Ok. Ouais, parce qu'en fait, ils ont mis 2 amateurs ensemble. C'était la première fois du mec et ma première fois aussi. Et du coup, bah, ça a duré très longtemps, 3-4 heures, je pense, avec beaucoup de pauses. Parce qu'en général, on fait pas ça. Non, Pas un non, en amateur. général, tu prends un acteur professionnel ou une actrice professionnelle et qui va initier l'autre et l'accompagner et le guider. Là, c'était pas du tout le cas. C'est un site bien connu dans le milieu de la pornographie amateur. Jackie et Michel, son propriétaire et 4 autres personnes sont en garde à vue ce matin. Une enquête menée depuis 2 ans maintenant après le signalement de 3 associations qui relaient des témoignages d'actrices, des dénonciations de pratiques sexuelles hors normes et douloureuses, je cite, effectuées sans leur consentement selon elles. Et toi, Céline, avant, tu faisais quoi? J'étais en cours de licence de lettres modernes et je m'ennuyais aussi beaucoup. J'adorais la littérature, mais j'avais du mal à me projeter en fait avec un diplôme. Enfin, j'avais du mal à me projeter en tant qu'enseignante puisque c'était quand même la voie qui se présentait à moi. Et j'avais aussi un grand besoin d'explorer, de m'approprier mon corps, de montrer que j'étais libre. En tout cas, à ce moment.
Elles ont toutes le même discours bidon. J'avais besoin de m'approprier mon corps et de me sentir libre. Traduction, je pars me faire sauter pour que des mecs se branlent dans leur chambre en payant mes films. Tu t'appropries pas ton corps, là, tu deviens un objet. Et faut m'expliquer la logique, en fait, dans tout ça. Faut vraiment m'expliquer la logique. Elle te sort toute la même connerie, mais une connerie qui n'a même pas de sens lorsque tu creuses réellement. Voilà, il me semblait que c'était une manière de montrer... Je vais me réapproprier mon corps et être libre. Je vais me faire sauter en gangbang par 3 mecs. Et je vais poster ça sur les sites pour que d'autres mecs regardent la vidéo et me payent. Waouh, quelle appropriation. Liberté. On pourra en reparler, depuis j'ai un peu, un peu changé d'avis. Et donc j'avais 20 ans et mon premier film est sorti à 21 ans. J'ai tout de suite cherché à contacter des sociétés de production pro. Il m'importait en fait de faire les choses de manière professionnelle et donc de m'adresser à des sociétés de production reconnues en France. Et comment tu les contactes du coup? Au départ, je travaillais dans le milieu de la nuit. Parallèlement à mon statut d'étudiante, j'ai commencé à travailler comme gogo danseuse, stripteaseuse en discothèque. En me jurant que je ne ferais jamais de nuit intégrale à ce moment-là. Et puis le goût de la transgression a pris le dessus et j'ai commencé à m'intéresser aux photos de charme et j'étais contactée en fait par le magazine Penthouse à ce moment-là qui recherchait une contract girl. Donc j'ai accepté le contrat et ça correspondait à effectivement à mes critères, quoi. Et quand tu commences, ta famille, tu les préviens non, tout de suite? surtout pas. Ah bah non, salut, je vais faire ça. Non, c'était justement un choix qui m'appartenait et le plaisir était là. J'avais pas l'intention de faire carrière moi au départ, même si j'ai commencé dans des conditions professionnelles, c'était une expérience que je voulais vivre pour moi, comme une exploration pour découvrir ma sexualité, il y avait le goût de l'aventure, vraiment, hein, il y avait une grande curiosité en moi et donc il n'y avait pas d'intérêt à parler de ça à mes proches. Le plaisir était aussi là-dedans en fait, dans ce goût du secret. Ils l'ont su plus tard, mais ce n'est pas moi qui leur ai annoncé. Et sinon, tu leur aurais jamais dit, tu penses? Si tu avais pu qu'ils ne le sachent jamais? Tu aurais préféré le... Non, parce que dans ma famille, la communication n'était pas, on va dire, il y a eu beaucoup d'amour, mais la communication n'était pas suffisamment fluide, on va dire, pour que je puisse m'autoriser à leur dire que je me lançais là-dedans. C'était pas du tout en accord avec leurs valeurs traditionnelles, catholiques, avec une notion, vraiment un rapport à l'argent et au sexe justement très traditionnel. Il faut mériter, il faut souffrir. Et donc ta famille, c'était compliqué, mais autour de toi, est-ce que tes amis, ton compagnon ou ta compagne? J'étais très isolée à l'époque. J'étais très seule. Et j'ai une meilleure amie qui l'a su, qui s'est inquiétée pour moi, qui était totalement contre cette initiative, mais elle a eu vraiment le réflexe d'une véritable amie, c'est qu'elle est restée en contact avec moi pour veiller d'une certaine manière, mais en me laissant vivre mon chemin, parce que de toute manière j'étais déterminée à le vivre, donc rien ne pouvait finalement m'arrêter. Ah oui, force aux parents, ça c'est sûr. J'étais à ce moment-là. Toi, à l'inverse? J'ai perdu tout le monde. Ah bon? Ouais, non, ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté. Quand tu es différent, les gens, ils ont du mal à accepter. Souvent, ils vont critiquer. Et surtout que j'étais jeune, ils étaient jeunes aussi. Enfin, c'est pas comme si on avait 25 ans. Pas du tout. Personne connaissait ça. Et ouais, j'ai perdu tout le monde. Et j'ai dû déménager. Je pouvais plus vivre dans la ville dans laquelle j'étais. Pourquoi? Parce que tout le monde savait, je me faisais juger, plus personne me parlait, tout le monde, quand je marchais, me regardait et chuchotait. Enfin, c'est pas de la paranoïa, mais je voyais très bien qu'il y avait du jugement et les gens qui restaient, c'était juste pour en apprendre plus et raconter à tout le monde ce que je faisais. À quoi ressemble un peu une journée quotidien d'actrice X? Souvent, on va contacter les personnes à qui on peut collaborer ou les productions via les réseaux sociaux. Et on va beaucoup faire de voyages, on se déplace toujours. Et moi, ça m'arrive de shooter avec 2-3 personnes différentes dans la journée. Je sais que ça dépend des femmes. On signe les contrats avant, bien sûr. On fait les photos avec les contrats. Et on shoot. Et voilà, quoi. Et on fait du montage aussi. Et beaucoup de publicité. Ah, d'accord. Okay. Ouais, on va faire notre pub sur les réseaux, faire des réels, des TikTok, les réseaux soft.
en termes de santé mentale, c'est le truc de il faut tout le temps que je poste, il faut tout le temps que je sois présente sur les réseaux. Comment tu le gères, toi? Bah, ça peut être fatigant. Les gens ils te disent que tu travailles pas, mais t'as pas de vacances. Tu travailles tous les jours, 24 heures sur 24, tu dois faire du contenu, tout le temps. Moi, il m'arrive un truc et pendant une semaine, j'ai pas pu travailler et mes revenus ont baissé, quoi. T'as pas de vacances. T'as personne pour t'aider là-dessus? Non, je le fais moi-même parce que j'ai confiance en personne. Et toi, Céline, à l'inverse, ça Ça, ressemblait à c'est quoi ta une journée? différence majeure avec ma génération. Déjà, pour resituer un petit peu le contexte, moi, quand j'ai commencé à l'époque, rien que le terme déjà, ça fait Je te comprends. temps. Ouais. Il n'y avait pas l'ère d'Internet qui s'était développée. On était à la fin de l'ère des cassettes VHS et au début de l'ère des DVD. Et pour regarder, avoir accès à ce type de contenu, il fallait se déplacer dans ce qu'on appelait les sex shops, aujourd'hui qu'on appelle des love shops, parce que c'est plus grand public, et aussi parce que ça touche désormais à une cible féminine. Mais à l'époque, tu pourrais inviter essentiellement une actrice X dans un podcast? Oui, bien sûr. Masculin, et c'était uniquement Et c'est sûr que j'aurais pas posé les mêmes questions. Tu vois, là, c'est relativement doux. adulte pour un public qui cherchait ça. Donc c'était déjà d'autres conditions. Les productions, les sociétés de production. Ouais, non, le coup de 2-3, elle peut tourner avec 2-3 partenaires sur une journée. Franchement, compliqué, hein. Compliqué, hein. Mettait beaucoup d'argent et il y avait encore l'ère, c'était vraiment l'âge d'or du X. Moi, je suis arrivée au début de la fin de l'âge d'or, où il y avait les Hôtes d'Or à Cannes, qui était un festival en parallèle du festival de Cannes. Festival de Cannes, on monte chaque soir les marches du Palais. Hier soir, au Casino de Mandelieu, on les descendait. Pour la 8e remise des Hôtes d'Or, un cinéma sur support vidéo ou DVD, un cinéma particulier, classique et marginal, qui représente 30% des ventes du marché vidéo dans l'Hexagone. Les stars du X étaient vraiment glorifiées et mises en valeur dans des films avec des scénarios, avec du budget, avec des équipes techniques dignes de cinéma mainstream. Et il existe encore ce festival parallèle? Non, ça fait déjà pas mal d'années. Donc moi j'ai commencé dans ce contexte-là et Internet a commencé à se développer au début de ma carrière. Mais il n'y avait pas encore l'ère des réseaux sociaux. Donc, en fait, moi, à partir du moment où j'ai commencé à tourner des scènes à ce moment-là, elles ont très vite été exploitées sur le net. Mais je n'avais pas la possibilité de produire. Ouais. Je l'ai fait ensuite, mais ce n'était pas instantané comme ça l'est pour toi, où les acteurs, les actrices ont des moyens, mais ils ont tout, quoi. Oui, le smartphone, c'est instantané, ça peut être posté immédiatement. Il y a le rapport aux fans aussi qui se fait de manière immédiate. C'est incroyable, tout va très vite, c'est plus facile, ça coûte moins cher. Quand tu cites une scène qui a duré 3-4 heures, c'était la norme. Moi, quand je tournais, c'était la base, en fait. Mais c'était une profession qui était moins accessible et plus exigeante. Il n'y avait pas l'ère du Viagra non plus pour les acteurs. Donc un acteur, il devait assurer, il devait connaître son corps, il devait vraiment avoir une vraie maîtrise. Alors qu'aujourd'hui, forcément, comme c'est beaucoup autour de la perf et qu'il y a la possibilité de tricher, ça amène des acteurs qui sont plus... Il y a plus de variétés, plus de physiques différents, mais ce n'est pas le même rapport au métier. Et de la même manière que les actrices à l'époque, c'était des actrices qui étaient des performeuses, qui devaient vraiment être... Elle nous parle de ça comme si c'était un art exceptionnel. En mesure de s'adapter aux conditions de tournage. Aujourd'hui, on en viendrait même à penser qu'on parle de quelque chose d'exceptionnel, tu sais. On dirait des peintres, des prodiges. Non, on parle juste de pute, là. C'est aussi simple que ça. L'actrice, elle a tellement plus de pouvoir. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Non, mais t'as totalement raison. T'as plus de flexibilité, et tu peux être créative aussi. Tu peux proposer ta vision de la sexualité. On est plus proche des abonnés, on peut vraiment avoir un rapport avec eux, discuter avec eux. Je pense que c'est important. Et par rapport aux acteurs, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, t'as pas besoin d'être préparé, quoi. Tu peux tricher. Alors que je pense qu'il y avait plus une connexion à ton époque. Tu crées une connexion avec l'homme. On n'était pas dans le nez dans nos téléphones. C'est ça. Tu parlais avec. Il y avait plus de place à la relation. C'était avec les autres acteurs. Créer une connexion. Et d'ailleurs, on parlait de famille. Alors, je sais que ça peut
paraître un peu choquant ce terme, mais il y avait en tout cas un esprit de communauté X et qui était chaleureuse, où il y avait beaucoup d'humour et de dérision. Et c'est la raison pour laquelle j'y suis restée moi au départ. Aux États-Unis, ça a été une autre ambiance, beaucoup plus industrialisée, beaucoup plus tournée vers la perf, moins dans le jugement, plus dans l'encouragement. Et par rapport aux productions aux États-Unis, tu vois souvent des femmes avec des corps différents, des rondeurs, de la chirurgie. Et en Europe, les productions cherchent plus le corps européen de base, un peu skinny avec quelques formes et pas beaucoup de chirurgie. Le film X est une sorte de loupe grossissante en fait de la culture d'un pays, de ses tabous, de ses fantasmes, et je trouvais que c'était intéressant en fait. Et il se trouve que j'ai été contactée pour aller aux États-Unis pour filmer un documentaire. C'était dans un esprit un peu docu-réalité. Et je ne pensais pas à ce moment-là que j'allais plaire aux Américains parce que j'étais toute menue, typée. En France, t'es asiatique, t'es trop ceci, trop cela, pas assez. T'es pas blonde, donc tu feras jamais une couverture de magazine. Et j'arrive là-bas et tout le monde me dit « Oh, c'est incroyable, qu'est-ce que t'es jolie, t'es exotique, t'as l'accent français. » D'un seul coup, j'ai l'impression d'être spéciale et je me suis sentie tellement accueillie là-bas que j'ai forcément eu envie d'y retourner. Pour l'encadrement. Et que je me suis fait prendre en gangbang. Non mais c'est incroyable quoi. Sérieusement. Mais c'est ouf. Et c'est toujours brut. C'est toujours combiné ou brut. Pour nous sortir des âneries comme ça, des interviews comme ça. C'est ouf. Vraiment sur place, comment ça se passait à l'époque peut-être pour ce qui est de la protection, pour ce qui est des capotes, pour ce qui est des préservatifs, donc peut-être aussi des IST, des infections sexuellement transmissibles. Comment ça se passait à ton époque, Céline, et comment ça se passe toi maintenant, Chloé? Alors en France, comme le métier était considéré comme marginal, il était honteux d'aller dans un laboratoire d'analyse pour faire des tests. Certains labos refusaient en fait, à partir du moment où ils avaient connaissance de la profession. Donc il y avait un laboratoire qui lui acceptait, qui était plus ouvert d'esprit, et heureusement, et ça permettait de faire des tests régulièrement à hauteur de... C'était mensuel sur le HIV et les autres IST, et c'était aussi avec préservatif. Aux États-Unis, avec l'ère des gonzos, donc c'est toute cette vague de vidéos d'ailleurs qu'on voit aujourd'hui sur Internet, à savoir où une vidéo c'est une scène sans scénario. À partir du moment où c'est plus spontané et basé sur la performance, ça a favorisé en fait les tournages, enfin ça a encouragé les tournages sans préservatif, mais à côté de ça avec un contrôle extrêmement régulier, et surtout aux États-Unis, où il y a des laboratoires qui sont dédiés et où là, les tests se faisaient toutes les 2 semaines. Et dès que quelqu'un avait quoi que ce soit, le labo informait l'agent et l'acteur ou l'actrice, et l'information circulait pour que tous les partenaires puissent derrière se traiter et vérifier. Donc ça stoppait tout de suite une éventuelle propagation. C'était vraiment très surveillé. Ouais. Aujourd'hui, je pense que c'est encore plus... c'est ça en fait. C'est exactement la sensation que j'ai avec cette interview. Tu as totalement raison. C'est de la propagande, pervertir les jeunes filles. J'ai l'impression en fait, c'est un peu comme avec Zahir, l'interview de Zahir. On nous présente cela et puis on a l'impression que c'est quelque chose quand même de relativement doux. C'est pas brut. Voilà, c'est un métier relativement calme. C'était un souhait de ma part. Moi, juste la première fois, c'est mal passé, mais après, c'est très bien. On est proche des fans, on peut parler. Oui, aujourd'hui, c'est quand même mieux qu'avant. Nous, avant, c'était plus brut. Maintenant, de nos jours, c'est... J'ai l'impression qu'on est en train de nous dire que le porno de nos jours, c'est beaucoup plus simple pour vous, les jeunes filles, si vous voulez vous lancer. Et puis, je vous conseille de venir. C'est littéralement ça qu'on est en train de nous dire. C'est autant de celle à gauche, celle à droite, du coup. C'était beaucoup plus compliqué, moins accessible, beaucoup plus rude. Et de nos jours, quand même, avec Internet, vous avez gagné en droit, c'est beaucoup mieux. Il semble plus pointu, en tout cas aux États-Unis, je ne sais pas ce qu'il en est. Oui, aujourd'hui, c'est test toutes les 2 semaines, HIV, tout. Même en Europe, donc? Ah oui, en Europe, aux États-Unis, enfin partout, toutes les 2 semaines.
Sans préservatif, parce que c'est plus esthétique à la caméra et il y a certaines filles qui supportent pas le préservatif. Beaucoup de productions font sans. Quand on arrive sur le shoot, quand c'est une nouvelle production, on a une liste des pratiques qu'on fait ou non. Donc on vient cocher, on vient leur prévenir ce qu'on fait ou pas, il n'y a pas de jugement, ils ne nous forcent pas. Le consentement est vérifié en fait. Elle va signer un contrat. Aux États-Unis, en France, je ne sais pas où ils en sont. Je sais qu'il y a des coordinatrices d'intimité de plus en plus. Oui, il y en a de plus en plus en France. Mais en tout cas, aux États-Unis, étant donné qu'ils sont très très carrés dans la manière de travailler, ils demandent à l'actrice de s'exprimer face caméra Pour dire je consens. et de dire je consens, je ne suis pas sous l'emprise de drogue, personne ne m'a forcée, voilà. Et elle le fait même avant et après la scène. Aux États-Unis, donc ça. Non, Ouais. maintenant c'est ce qu'on fait tout Mais en en France, Europe. ça se normalise et je sais que la société d'Orsel est très précautionneuse à ce niveau-là. Donc ça reste un métier quand même. Et est-ce que vous avez déjà eu des expériences négatives? Mais bien sûr, comme dans tout, je Évidemment. pense. Oui, bien sûr. Ouais. J'étais en agence et les agences, souvent, ce qui est bien, ils vont beaucoup te booker beaucoup de productions. Ça leur apporte des revenus, mais aussi des revenus à toi. Donc c'est pendant 3 semaines, tu vas shooter. Ça peut être fatigant physiquement. Pendant 3 semaines, tu peux shooter tous les jours. Ça peut être assez fatigant. Et tu vas des fois te retrouver chez des productions qui sont bas de gamme, entre guillemets. Donc qui sont moins... Le producteur est un peu plus libre de vouloir faire ce qu'il veut et de dépasser tes limites. Voilà. Et tu fais quoi dans ces cas-là? J'essaie de prendre sur moi ou sinon je m'énerve. Et en fait, Prendre sur soi est rarement une bonne solution, Oui. tu sais. non mais je prends sur moi, mais je vais pas ce qu'il me dit de faire. Je D'accord. vais jamais aller Ouais. au-delà de ce qu'il veut parce que ce que je disais avec mes collègues, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui on a les plateformes, on fait nos propres revenus, donc on n'est pas obligé de faire des productions qu'on veut pas, on n'est pas obligé de faire des pratiques qu'on veut pas. Ouais, c'est important. Ouais, ça je pense que c'est bien pour notre liberté, notre sécurité C'est aussi. important pour toi en tant qu'actrice à titre professionnel, bien sûr, mais avant tout pour toi, pour ta santé, pour ton intégrité, pour qui tu es en fait, Ouais. tu vois, parce que on parle du corps, on parle de la sexualité, même si c'est un jeu entre guillemets, que c'est vécu comme tel et que c'est un job, ça reste le corps. Et se faire pénétrer, c'est pas anodin, tu Non, vois. c'est pas anodin. Ouais. Mais ça peut vraiment se transformer en violence et c'est très grave, tu vois, ça peut laisser des traces, donc c'est important Oui, de des dire non. séquelles. Et tu seras jamais autant respecté que lorsque justement tu seras clair Oui. toi-même avec tes limites et que tu les exprimeras. Oui, parce que si tu montres que tu acceptes tout, ils vont se passer le mot aussi. Hein. Bah oui, et puis à long terme aussi, il faut penser à long terme. Ouais. Et il n'y a pas de hashtag MeToo dans le porno, mais entre actrices, on se passe le mot souvent de « écoute, j'ai eu une mauvaise expérience avec lui », mais après tu te fais ta propre expérience. Ouais. Et il n'y a pas longtemps, il y a eu « balance ton photographe » sur Twitter, enfin X. Et je trouve ça bien, genre, on a aussi beaucoup de mauvaises expériences avec des photographes. Mais après, on peut avoir peur de parler, par peur de se faire blacklister par Oui, certaines productions. Parce que c'est ton métier en fait. Ouais, mais j'ai envie de dire, et alors? Ouais, et alors T'as un grand pouvoir. Les sociétés de production, sans les actrices, n'ont rien. Oui, mais c'est vrai. Vous c'est êtes tellement le vrai. cœur de l'industrie. Alors tu diras, oui, il y aura toujours une autre fille pour remplacer. C'est Ouais. vrai. Mais Ils on doivent s'en jouer fout. sur ça en plus. Enfin, Oui, j'ai envie bah de oui. dire, c'est toi qui compte en fait. Et peu importe, ça va pas t'empêcher d'avancer. Oui. Et au contraire, ça te permettra d'avancer plus sainement. Oui. Vraiment, Ouais. j'insiste. Oui, j'insiste. garder mon intégrité. Qu'est-ce qu'on attend de vous pendant un tournage? Parce que je voulais surtout parler de peut-être les stéréotypes qui sont le plus souvent véhiculés et ce qu'on attend de vous en tant que femme sur un tournage. Bah, le producteur, ce qu'il attend, c'est qu'on soit prête directement, que les pénétrations se fassent facilement, que, par exemple, quand c'est de l'anal, que ce soit nickel. Il y en a certains qui peuvent t'engueuler pour ça, alors que c'est humain, que des fois, ce soit pas nickel. On a un caméraman qui vient chercher la bonne position, qui va faire les bons angles, fait les positions qu'il nous dit. Par exemple, il va dire jouis. Donc à ce moment-là, tu dois jouir, tu dois faire semblant. Ouais, tu vas faire des positions des fois qui vont durer 10 minutes et t'en peux plus, t'es fatigué, mais... Eux, ils aiment pas parce qu'ils n'ont pas le bon angle, donc ils veulent que Oui. vous continuez. Et même des fois, tu vas faire les photos avec le photographe et tu vas rester pendant 10 minutes dans la même position qui n'est pas confortable. Et ça, je voulais le dire, c'est qu'on est des athlètes. Non, mais c'est vrai, on fait des trucs, des fois, pendant 8 heures, on est sur le set. On n'arrête pas. Et c'est quoi le rôle qu'on te demande de jouer? Moi, souvent, bah, la petite adolescente, tu sais, je sais pas combien j'en ai, des vidéos de ma première anale. Je dois en avoir 8. 9, tu vois. Première anale. Tu l'as vécu à chaque fois comme une première Ah fois. oui, comme une première fois, ouais. Ah oui, non, mais... Ouais, je suis là. C'est lunaire. C'est lunaire. C'est littéralement lunaire ce que je suis en train d'entendre.
teen, voilà, la petite Française la petite teen. adolescente. Ouais. Ouais, c'est des athlètes, ouais. Ok. Et les contenus d'ailleurs, quand ils sont postés, C'est des athlètes, les gars, c'est des athlètes. est-ce que c'est toi qui choisis les titres? Enfin, qui choisit les titres des contenus? Des productions, Ouais. eux. Ok. Donc c'est Ouais. eux. Et avant, est-ce qu'ils vous préviennent de ce qu'ils vont écrire? Non, non, des fois tu vas arriver, t'as un personnage, tu es qui tu es pour tes abonnés, mais ils vont te demander de jouer un autre personnage et ça te correspond pas forcément. Mais c'est le rôle d'actrice, tu dois jouer un rôle. Mais ils font pas des fois attention à ton image et à ce que tu veux dégager à la caméra. Et toi, Céline, on te demandait quoi en général? Le travail d'une actrice, qu'elle soit X ou dans le cinéma dit traditionnel, parce qu'on appelle ça cinéma traditionnel, c'est de jouer un rôle, comme tu le dis justement. C'est correspondre à un fantasme dont on sait qu'il vend. Ça reste un business en fait. Et donc à partir de là, en tout cas moi où j'étais aux États-Unis, les agences sont autorisées. En France, ça ne l'est pas, c'est assimilé à du proxénétisme. Mais l'agent était là pour filtrer et justement, ça existe toujours, il transmet les infos à l'actrice pour lui dire, voilà, il y a telle scène avec tel acteur pour telle société de production, il y a telle pratique. Il y a des gens qui parlent dans leur salle ou Oui, non. Il faut faire la différence entre effectivement ce qu'on voit, qui peut... Il a dit même Zion Williamson est un meilleur athlète. T'es en train d'insinuer quoi là par rapport à Zion Williamson? C'est pas un athlète? Fais gaffe, hein. Fais gaffe à ce que tu dis, mon ami là. On va pas être d'accord. Son poids, ça n'a rien à voir avec son poids, mon ami. Tu prends les powerlifters, mon ami, ils sont littéralement en surpoids et pourtant, c'est pas des athlètes selon toi. Tu es en train de parler d'un gars qui fait plus de 120 kilos, qui a 1 mètre de détente. Va me chercher un gars dans la rue de plus de 120 kilos qui a 1 mètre de détente. Ah, c'était une blague, ok, j'ai eu peur. Non, là, j'allais commencer à... Vous me connaissez, les gars, il y a des choses qu'on peut pas laisser passer, les gars. Il faut... La NBA, les gars, c'est les meilleurs athlètes au monde. Parmi les meilleurs athlètes au monde. Donc... Attention, c'est la crème de la crème, excusez-moi, au niveau athlétique. Si tu regardes bien la NBA, les gars, parce que le basket, c'est un sport où tu travailles vraiment l'ensemble. Donc, le basket, c'est quoi? C'est des gars qui sont grands, qui courent vite et qui sautent haut. C'est les meilleurs athlètes au monde. Donne-moi un sport qui réunit autant d'éléments comme ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le football, tu n'auras pas forcément des grands. Ça va être généralement taille moyenne. Voilà, ça va dépendre, à part pour les gardiens, mais bon, il reste statique. Okay. Trouve-moi un sport qui réunit des gens grands, okay, qui courent vite et qui sautent extrêmement haut. Donnez-moi un sport, hein, je veux l'entendre. Voilà. Dans le football américain, c'est pas mal. Foot US, c'est pas mal. Ouais, foot US, je suis d'accord. Foot US, c'est pas mal. Foot US, voilà, tout ce qui est, je pense, rugby, foot US, ça s'en approche, tu vois. En termes d'athlètes. Non, les gars, franchement, il faut respecter. Zion Williamson, les gars, c'est un monstre. C'est littéralement un monstre. Je pense que vous vous rendez pas compte. Toute personne, les gars, qui a fait du sport comprend que un mec de sa corpulence qui saute comme ça, c'est pas normal. C'est pas logique. Ça défie les lois de la nature. C'est comme Wembayama, tu vois. Sa vélocité, la manière dont il peut bouger à 2,24 m, c'est pas normal aussi. C'est pas normal. J'en ai vu, moi, des grands. On a mis à moi 2,16 m, j'ai vu du 2,18 m. Ils bougeaient comme ça. Ils étaient lents et ils bougeaient comme ça. Alors 2,24 m, faire ce qu'il fait, ça s'appelle une anomalie. Voilà, ça arrive des fois, il y a des anomalies. C'est comme ça. On a le droit de pas aimer. Moi, j'ai toujours respecté les gens qui n'aimaient pas le porno parce que moi-même, je trouve que c'est rarement beau, rarement valorisant et d'ailleurs rarement excitant finalement, bon, au bout du compte. C'est pas la même chose que de le vivre et que de le regarder. Et il y a une différence entre ce qui se passe à l'image et ce qui se passe en fait vraiment sur le tournage et quand la caméra est coupée. Je pense que c'est important quand tu parlais des clichés de rappeler que c'est pas non plus sauvage comme à la caméra. Ouais, voilà, c'est joué. pas on te met un flingue sur la tempe en disant tu vas te faire Bien ça. sûr. Et justement, je m'étais noté comme question, quelles sont les idées reçues autour de ce métier? L'idée reçue, c'est que les... Bon, on va arrêter là du coup dans ce podcast, ma foi, fort farfelu. On va s'arrêter là.